Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel événement avec Arnaud Colombier, que je vous ai déjà présenté lors d'une précédente conférence. Nous allons aujourd'hui traiter des eaux informées. Donc, bonjour Arnaud. Bonjour Estelle. Comment créer une eau guérisseuse? Eh bien, c'est un physicien qui va nous l'expliquer aujourd'hui. Alors, Arnaud est chercheur depuis plus de 30 ans, chercheur indépendant, auteur de plusieurs livres, dont le dernier, L'information moteur de l'univers. Édition revue et augmentée, j'avoue que c'est très exhaustif. Voilà, toute la science de l'invisible est contenue dans ce livre que vous pouvez trouver sur son site internet, de préférence. Après, il y a d'autres revendeurs aussi. Donc Arnaud, ça fait des années que tu t'intéresses au fait de rapprocher la science officielle des sciences qu'on appelle paranormales, extranormales, tout ce qui est invisible, tous ces phénomènes, tu nous les traduis, tu nous l'expliques scientifiquement. Et l'eau a des pouvoirs vraiment spécifiques par rapport à l'information. Tu vas nous expliquer plus en détail aujourd'hui comment informer l'eau véritablement. Hein, on va faire la part des choses entre les mauvaises techniques, les a priori, les fausses croyances aussi, de manière à ce que chacun puisse vraiment apprendre ce qu'est la physique de l'information et véritablement utiliser les pouvoirs de l'eau. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Je vais commencer mon petit laïus par un peu de physique pour bien vous expliquer la différence qui existe entre la physique de l'énergie, celle qu'on côtoie tous les jours par notre technologie, et aussi la physique de l'information qui est méconnue, qui est pas trop étudiée par les physiciens officiels. Alors, on baigne dans deux physiques à l'heure actuelle. En fait, il y a la physique de l'énergie, c'est celle qui gère toute notre technologie et qui ne fonctionne que sur des fonctionnements énergétiques, etc. Ça fonctionne sur toute la matière palpable, celle que vous avez dans les mains, celle que vous voyez, la matière qui est plus que palpable, mais qui est énorme, c'est un petit peu le cosmos. Et puis aussi toute la matière que l'on ne voit pas, qui est toute petite, concerne les molécules, les atomes, les particules, etc. Et qui est en fait une partie de la physique énergétique, mais qui s'appelle la mécanique quantique. Alors pourquoi il y a une différence entre les deux? Très simplement parce que les lois de la physique énergétique ne sont pas tout à fait compatibles avec la mécanique quantique. Et c'est un petit peu toujours le débat entre les mécaniciens quantiques et les physiciens pour essayer d'essayer de comprendre comment on peut relier l'ensemble. Alors la physique de l'information, c'est une physique qui parle un petit peu de tout ce qui est information, qui donne les propriétés de l'information et déjà qui décrit ce que c'est qu'une information. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant parce que en fait quand on va parler de l'eau, l'eau a deux niveaux. Le premier niveau c'est la physique de l'énergie avec les molécules, avec l'agencement des molécules. Et puis la physique de l'information, c'est comment elle va informer, comment elle va absorber l'information et comment elle va la restituer. Voilà, c'est ce qui va être le sujet, c'est-à-dire l'eau informée, comment ça fonctionne. Alors, faut savoir que celui qui a été le premier à en parler, ça a été Jacques Benveniste, qui a été décrié et qui a reçu deux fois le prix Ig Nobel, pas le prix Nobel, mais le prix Ig Nobel, c'est-à-dire de la chose la plus farfelue. C'est le prix qui récompense le chercheur qui a trouvé la chose la plus farfelue. Et donc, en fait, c'est un peu pour se moquer de l'ensemble des chercheurs. Voilà. Donc, le prix Ig Nobel qui a eu deux fois, alors qu'il était nobélisable. Et à cause de cette information qu'il a donnée à tout le monde lors d'un interview, il est passé un peu pour un charlot, pour un faussaire, pour tout ce que l'on veut, parce qu'il avait dit que l'eau était quelque chose qui pouvait être informé et donc pouvait mémoriser de l'information. Voilà.
Donc cette physique de l'information, on va voir ses propriétés là, dans quelques instants. Elle s'adresse aussi bien à la matière inerte, enfin, on va dire inerte avec des guillemets, c'est-à-dire les particules, les molécules, les atomes, etc. Et aussi la matière vivante. Et nous sommes matière vivante, donc on est en capacité de pouvoir gérer cette physique de l'information. Mon Et petit variant. pourquoi tu dis inerte en fait? Parce que tous ces éléments sont en mouvement? Oui, mais c'est juste pour faire la différence entre la matière Mhm. vivante et la matière qui est censée ne pas être vivante. Voilà. C'est-à-dire une chaise, on va considérer que c'est de la matière inerte. Bon, D'accord. mais dans un premier niveau. Voilà, on va faire un peu le tour des propriétés et des différences entre la physique de l'énergie et la physique de l'information. Donc dans la partie gauche, vous avez physique de l'information. C'est une physique qui a besoin d'un support qui sont les particules, hein, les électrons, les neutrons, les photons, les protons et puis toutes les particules qui sont encore plus petites, et aussi besoin des ondes électromagnétiques. L'un étant lié à l'autre, c'est-à-dire que les particules génèrent des ondes électromagnétiques. Enfin, bref, voilà. Ça, c'est vraiment la physique de l'énergie. La vitesse de transmission dans la physique de l'énergie ne dépasse pas la vitesse de la lumière. Ça veut dire que les électrons, les photons, etc., ne vont pas aller au-delà de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à peu près 300 000 km par seconde, 300 000 mètres par seconde, pardon. Alors que, voilà, l'influence du temps est importante puisque toutes les particules sont liées au temps. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les lois physiques qui régissent la physique de l'énergie est liée au temps. Voilà. L'énergie consommée ou produite, oui, il y en a, et elle est très importante. La durée de vie est limitée, c'est-à-dire qu'une particule a une durée de vie, après elle change d'état. Et ensuite, la fonction, c'est un transfert d'énergie par onde ou par particule. L'exemple le plus simple, c'est le Soleil qui nous envoie de la lumière. Cette lumière est formée de photons, et ces photons sont des particules qui se déplacent à la vitesse quasiment de la lumière. Et le temps met les photons pour venir du Soleil est d'environ 8 minutes. Donc, même si la lumière va très vite, ça met quand même un temps non négligeable pour le déplacement. Voilà. Hmm. Alors, dans la physique de l'information, il n'y a pas de support. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une particule ou il n'y a pas quelque chose qui est nécessaire pour que l'information puisse se véhiculer. Alors, elle peut avoir un support, mais c'est pas nécessaire. La deuxième chose, c'est que la vitesse de transmission est infinie. Ça veut dire que quand vous dites quelque chose, quand vous passez une information à quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un, donc vous transférez des informations par la voix. L'information est déjà arrivée à la personne, mais elle est déjà arrivée au fin fond de l'univers. L'influence du temps, il n'y a pas d'influence du temps, puisqu'en fait la vitesse est infinie, donc il n'y a rien qui limite, il y a rien qui se raccroche au temps. L'énergie consommée et produite, il n'y a pas d'énergie non plus. C'est-à-dire que on peut transférer de l'information ou l'information peut se promener dans l'univers sans énergie. La durée de vie est illimitée, l'information elle existe tout le temps. Après, il faut simplement aller la chercher pour pouvoir l'utiliser, par exemple. Et la fonction, c'est un transfert d'information par vortex ou, je mets entre guillemets, ou par onde scalaire. Et ça, quelque chose qu'on avait déjà vu, qu'on ne verra pas aujourd'hui parce que sinon ça va nous emmener trop loin. Voilà. Bon, pour le tableau, alors on remarque que les propriétés des deux physiques sont totalement différentes. D'accord. Et donc, en fait, ces propriétés étant totalement différentes, les comportements sont aussi totalement différents. Alors, je vais vous donner un exemple de comment on peut résoudre un problème dans le cadre de la physique énergétique, la physique de l'énergie, et comment on peut résoudre le même problème avec la physique de l'information. L'énoncé du problème, c'est celui-là. Vous devez vous rendre à la gare demain à 8 heures et vous n'avez pas de voiture. Comment vous allez faire?
Alors, la première des choses, c'est vous demandez à votre conjoint, comme vous n'avez pas de voiture, vous demandez à votre conjoint s'il peut vous conduire. Là, s'il peut pas, bon, comment vous faites? Vous appelez votre voisin, puis vous lui demandez aussi s'il peut vous conduire. Puis s'il veut pas, vous faites encore 2 ou 3 personnes, et puis à la fin, vous appelez un taxi et vous prenez rendez-vous avec le taxi à 7 heures du matin pour qu'il vous emmène donc à la gare à 8 heures. Voilà, ça c'est la physique de l'énergie. Alors après, vous allez me dire, oui, il y a Blablacar aussi, enfin bref, il y a tout ce qu'on veut Il comme. y a peut-être des trains plus tard aussi. Je Il y plaisante. a aussi raté son train, ça marche aussi. Hein. La deuxième solution, la solution, pardon, avec la physique de l'information, c'est de vous concentrer, de faire une demande à l'univers. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez demander à l'univers ou directement ou au travers d'un de vos guides, si vous avez un guide, un ange gardien, etc. Vous allez dire, voilà, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui va m'emmener demain matin à la gare pour 8 heures. Et à 7 heures, je serai sur la route, prêt à monter dans la voiture de la personne qui va s'arrêter. Ça veut dire qu'en fait, vous allez faire du stop. Donc, à 7 heures, vous arrivez sur le trottoir, et puis vous levez le pouce quand il y a une voiture qui passe. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, il y aura une voiture qui va s'arrêter. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est que vous avez fait votre demande et l'univers va s'occuper de tout. Ça peut être quelqu'un qui nous appelle et qui, tout à coup, c'est son chemin, quoi. Il nous parle de sa vie, puis on se rend compte qu'en fait, il prend le même chemin au même moment. Alors, il y a la personne qui prend le même chemin, mais l'univers, en fait, n'a pas pris n'importe qui. Elle a pris une personne qui était choisie parce que son futur pouvait être modifié légèrement sans chambouler sa vie. C'est-à-dire que si vous allez avoir 10 voitures qui vont passer devant vous, il y en a 9, ce sont des gens, ils sont chronométrés parce qu'ils doivent arriver à l'heure au boulot, etc. Donc ils n'ont pas la possibilité de prendre quelqu'un et puis de le déposer peut-être à la gare et de faire un détour, etc. La personne qui est choisie, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec son futur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de rendez-vous, il peut prendre un peu de légèreté dans son parcours. C'est peut-être aussi quelqu'un qui d'habitude ne passe pas du tout par là, mais bon, parce que il a envie, tiens, il va changer d'itinéraire et puis passer devant chez vous. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la personne étant choisie, elle a les conditions nécessaires pour ne pas dire non, pour pouvoir passer devant vous et puis vous prendre. Donc c'est une autre manière de résoudre le problème. Si le conjoint ne peut pas, le voisin ne peut pas et on est obligé d'utiliser un taxi, cette manière-là, c'est une manière de montrer que par la physique de l'information, on peut arriver à résoudre le problème. Est-ce que ça signifie que si tu décides de faire confiance à la vie, tu peux te dire que tu peux faire un plan, mais par l'attitude de faire confiance à la vie, tu peux avoir des moyens que tu n'auras pas planifiés et qui vont se présenter à toi? Alors tout à fait. Mais il ne faut pas attendre que la vie s'occupe de nous personnellement. Ça veut dire qu'il faut faire une demande à l'univers pour que l'univers s'occupe de nous. Et l'univers va toujours exaucer nos besoins, nos vœux, etc. Si c'est nécessaire pour notre vie. C'est-à-dire, si vous demandez un fusil pour aller taper sur votre voisin, c'est peut-être pas forcément nécessaire et ça fait peut-être pas forcément partie de votre chemin de vie que de faire ce type d'action et se retrouver en prison, par exemple. Mm-hmm. Voilà. Donc, il y a quand même une notion comment on pourrait dire, de moralité. D'équilibre universel, quoi. D'équilibre universel, etc. Par contre, si vous avez une personne qui s'arrête pour vous prendre et puis vous trouvez qu'il est bizarre, on va dire il est alcoolisé, etc. Pour vous faire réfléchir en disant je monte avec lui ou pas, votre libre arbitre est là pour refuser ce que la conscience de l'univers vous a envoyé. Mais ça veut dire que la conscience de l'univers a déjà prévu, déjà 2 ou 3 coups d'avance,
Il a déjà prévu qu'il y en a un deuxième qui va passer quelques minutes après et qui vous prendra et qui lui sera conforme à votre besoin. Alors j'ai une petite anecdote personnelle, si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Bon, je sens que tout le monde est très intéressé. Un jour, je partais de chez moi, enfin je devais partir. Et puis, j'ai pas mon portable. Je cherche mon portable, je le trouve pas, il est pas à l'endroit où je le mets habituellement, il est pas à côté du chargeur, pas moyen de le trouver. Et puis, à un moment, bah, je finis par appeler mon portable avec mon téléphone fixe, et puis j'entends sonner dans la voiture. Et en fait, il était glissé sous le siège, je sais pas pourquoi, enfin bref, il s'est retrouvé sous le siège, et fait que j'ai perdu une demi-heure pour le retrouver. Bon, j'avais pas de problème de chronomètre, donc effectivement, ça m'a pas perturbé. Je sors de chez moi, donc j'habite en campagne, j'ai un petit chemin, et quand je suis sur le petit chemin, je vois une personne qui lève les bras au ciel et qui m'interpelle. Donc je m'arrête, je discute avec elle et elle me dit ah bah voilà je suis perdu, j'ai besoin d'aller à tel endroit, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fait, compagnie, etc. Et donc en fait je me trouve dans le cas de l'automobiliste qui doit vous prendre en stop. C'est-à-dire qu'en fait l'univers a entendu la détresse de la personne et s'est arrangé pour que je perde une demi-heure avec mon histoire de téléphone pour que quand je sors de chez moi, je tombe directement sur elle. Je n'aurais pas attendu une demi-heure, je serais parti à l'heure normale, je n'aurais jamais rencontré cette personne, elle n'aurait jamais été dépannée parce que dans mon quartier, il n'y a personne. Et donc, son problème n'aurait pas été résolu. Voilà. Donc, c'est une manière de vous montrer que l'univers, alors, quand on est dans le besoin, effectivement, on fait une demande, etc. Et que derrière, il y a quelqu'un qui va modifier son futur pour pouvoir être sûr de rencontrer cette personne qui est en détresse. Alors, comment ça nous amène à l'eau, tout ça? On y arrive. Alors, l'énergie, alors je termine sur la physique quand même. Bon. L'énergie et l'information sont très souvent liées ensemble. Je vais prendre un exemple très simple, c'est par exemple la radio, la télé ou la télé ou alors le téléphone. Vous avez un fonctionnement énergétique de la radio par les émetteurs, les antennes, tous les systèmes de communication. Et puis vous avez l'information. L'information, c'est votre voix, c'est la musique, c'est l'ensemble des émissions que vous entendez à la radio, à la télé ou la conversation que vous avez au téléphone. Et cette information, elle module l'énergie de la physique au travers de la fréquence qui est utilisée pour pouvoir faire fonctionner une radio, par exemple, en modulation de fréquence 107.7 MHz, etc. Et cette fréquence, etc., est toute une chaîne énergétique qui est énorme et qui est très gourmande en énergie. Et cette modulation, elle est relativement faible et elle ne demande quasiment pas d'énergie. Mais c'est son transport qui demande de l'énergie. Autre exemple qu'on peut prendre et qui peut encore peut-être plus facile à comprendre, c'est l'histoire de la lettre. Quand vous recevez une lettre, vous avez un support énergétique, c'est le papier, vous avez l'encre, vous avez tout le système de transport du courrier, depuis la boîte aux lettres jusqu'à chez vous. Donc, ça comprend le travail du facteur, le déplacement en voiture, etc., jusqu'à arriver chez vous. Mais en fait, dans la lettre, c'est quoi le plus important? C'est pas le papier, c'est pas l'encre, c'est pas l'enveloppe, c'est pas le facteur, c'est le message qui est écrit. C'est-à-dire simplement le texte qui vous donne une information concernant, je sais pas quoi, enfin bref, concernant ce que la personne qui vous a envoyé le courrier veut vous dire. Mmh. Donc vous voyez, l'information c'est quelque chose de très virtuel, mais qui est souvent sur un support physique Matériel. et support énergétique. Et cela nous amène
au lien entre l'eau et l'information. Ah, voilà. Alors, quel est le lien entre l'eau et l'information? Bon. Alors, l'eau est un système énergétique, c'est ce que j'ai dit. C'est constitué d'atomes. Il y a 2 hydrogènes et un atome d'oxygène qui sont assemblés en tête de Mickey, c'est-à-dire qu'en fait, on a les 2 hydrogènes qui sont les oreilles et puis l'oxygène qui est la tête du Mickey. Et c'est la brique élémentaire, c'est la brique élémentaire de l'ensemble du vivant. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'eau se trouve dans tous les corps vivants, que ce soit nous, que ce soit les bactéries, que ce soit tous les animaux, enfin toute la matière vivante, même les plantes, les arbres et compagnie. L'eau est la molécule qui structure toutes les autres molécules qui servent à fabriquer la matière vivante. Etc. Même l'ADN n'existe que parce qu'il y a une structure, de molécules d'eau qui est tout autour et qui sert à éviter que les molécules d'ADN se explosent et, n'existent plus, quoi. Alors nous avons en haut à gauche, nous avons la molécule d'eau, donc en tête de Mickey. Et l'eau va toujours englober tous les organites, c'est-à-dire toutes les morceaux de bactéries, enfin, ou les composés des bactéries, les composés de toutes des protéines, des protéines, etc. Enfin bref, de tous les composés de la matière vivante, avec 4 couches de molécules d'eau. Hein, on les voit, les 4 couches. Hein, il y a la bleue claire, la violette, la orange et la rouge. Et tous ces organites ont donc ces 4 couches sur une épaisseur de 1,2 nanomètres. Donc ça fait pas énorme. Voilà. Et tous ces organites, quand ils se rassemblent pour former un corps plus important, bon, ça peut être une cellule, ça peut être l'intérieur d'une cellule, le noyau, etc. Eh bien, en fait, on ce coussin d'eau qui sert de structure pour euh, euh, pour que l'objet continue à exister, ne se casse pas. Ces 4 couches d'eau, c'est ce qu'on appelle l'OZ. Alors là, il faut repartir sur un livre de Monsieur Pollack, qui a fait des études justement sur les caractéristiques de cette eau, là, de cette eau un peu bizarre, qui a des propriétés totalement bizarres. Voilà, et qui n'a rien à voir avec l'eau liquide qui circule entre ces différents organites, si on peut dire. Voilà. Dans le corps humain, il y a 2 eaux qui sont réellement liquides. Il y a l'eau qui est dans le plasma et il y a l'eau qui est dans la lymphe. Bon, ça, c'est de l'eau liquide. Mais tout le reste, c'est de l'eau interstitielle, c'est-à-dire c'est 4 couches d'eau qui se trouvent autour des différents organites. Alors, quand on regarde les 4 couches, donc c'est le dessin du bas, hein, donc celui qui est à gauche, vous avez 4 couches qui sont les unes au-dessus des autres et qui sont synchronisées dans le sens où elles vivent ensemble et elles vivent d'une manière synchronisée. D'accord? À une certaine fréquence, bon, je dirais pas la fréquence parce que je dirais des bêtises. Toutes ces 4 couches sont bien ordonnées. Les 2 couches du bas sont très stables et ne bougent pas. Les 2 couches du haut, la 3 et la 4, peuvent perdre des molécules d'eau ou en gagner. Voilà, on verra ça tout à l'heure quand on parlera des eaux informées. Alors, à part cette eau qu'on appelle eau cohérente ou eau morphogénique, bon, il existe l'eau qui peut circuler, c'est ce qu'on appelle l'eau libre. C'est l'eau qu'il y a dans notre verre, c'est l'eau qu'il y a l'eau des rivières, c'est l'eau où toutes les molécules sont indépendantes. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu dans tous les sens sur le dessin à côté de l'organite. Hein, vous avez l'eau libre qu'on appelle aussi non cohérente. Maintenant, dans cette eau libre, il y a ce qu'on appelle des clusters qui se forment. Alors les clusters, c'est quoi? C'est des molécules qui se mettent ensemble
et qui ont ce qu'on appelle des ponts hydrogènes qui servent un peu de lien. Mais c'est une liaison qui est très faible. Ça veut dire que dès qu'on va bouger, naturellement, ces liens vont se casser, vont se remettre en place avec d'autres molécules. C'est quelque chose qui est très vivant, mais qui donne une certaine stabilité à l'eau, une certaine liaison aux molécules d'eau. Alors quand on parle de d'eau avec des clusters, voilà, c'est ça. Mais c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à comptabiliser parce qu'elles n'arrêtent pas de bouger, elles n'arrêtent pas de changer, d'augmenter le nombre de molécules, d'en perdre, etc. Voilà. Alors, si on peut faire une analogie pour l'eau cohérente et l'eau libre, c'est la même chose que les oiseaux dans le ciel. Alors, vous avez les nuages des tourneaux qui sont extrêmement compacts avec des milliers et des milliers d'oiseaux qui sont ensemble et qui bougent en permanence et qui ont des formes assez particulières. Il y a la même chose avec les sardines. Et vous avez l'eau libre, on peut imaginer que ce sont les oiseaux qui vont se promener tout seuls, qui vont d'un arbre à l'autre, qui sont totalement indépendants des autres. Donc voilà, l'eau libre, c'est les oiseaux qui sont indépendants. L'eau cohérente ou morphogénique, c'est surtout les oiseaux qui sont en groupe, qui sont groupés. Et là, on se dit, mais comment font tous ces oiseaux pour être bien ensemble et pour faire un nuage qui prend des formes étonnantes, mais qui reste toujours compact. Alors c'est parce que tous les oiseaux n'ont plus leur intelligence, si on peut dire, ils ont une intelligence collective. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une intelligence qui va gérer l'ensemble du nuage d'oiseaux sans que les oiseaux aient besoin de réfléchir. Alors on peut retrouver ce même fonctionnement dans une foule de gens, par exemple dans une manifestation. Dans une manifestation, tout le monde avance au même rythme que la personne qui est devant, et l'avancement se fait au fur et à mesure que les gens se déplacent. On peut considérer qu'on est à peu près dans le même procédé que les oiseaux qui sont en nuage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une intelligence collective qui gère l'ensemble de la foule, qui se déplace, mais personne ne se pose la question de savoir s'il doit avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche, etc. C'est un peu on est un peu dans le même procédé. Plusieurs questions sont arrivées, mais Ouais. je voudrais juste te dire que c'est pas pour te presser, mais on est un petit peu, il faut qu'on accélère un petit peu la On est à la cadence du bourre. programme. On a dit, En tout cas, voilà. C'est pas que c'est qu'on pas avait 12 intéressant, jours. mais alors l'état naturel de l'eau, sans qu'elle soit informée. Déjà, est-ce que toutes les eaux sont informées ou pas? Alors, toutes les eaux naturelles sont informées parce que la fonction d'être informé chez l'eau, c'est une fonction qui est euh, extrêmement importante. C'est même une fonction principale. Maintenant, c'est pas la question de savoir si l'eau est informée. Elle le sait, elle l'est par définition. Mais c'est avec quelle information l'eau s'est informée. Voilà. Alors, par exemple, l'eau du robinet, elle est informée par toutes les informations qu'elle a collectées durant son transport depuis la source. Donc, la source, c'est la pluie qui est tombée sur le sol, l'eau qui est passée à travers le sol, donc qui s'est enrichie euh, bon, Des résidus des obus de la guerre de 14? Pardon. par exemple, par exemple, C'est pas de drôle. choses bonnes, de choses mauvaises, etc. Et puis le captage, le transport en eau, le transport dans les tuyaux jusqu'à son robinet. Voilà. Donc l'eau est toujours informée. Dans 90% des cas, les informations qui sont dans l'eau n'ont aucune influence sur notre métabolisme. Il y a la pollution, c'est autre chose. Mais l'information qu'elle a collectée lors de son voyage n'a pas trop d'influence. Alors maintenant, on peut parler d'autres eaux, par exemple les eaux thermales. Alors ça, c'est intéressant parce que bon, on y accorde une certaine qualité médicale à ces eaux.
Alors, les sources thermales sont toutes des eaux qui contiennent des ions informés, sont toutes qui contiennent des ions. Hein, donc, en fait, vous trouvez ça sur les bouteilles d'eau qu'on achète dans les grands magasins, mais vous trouvez ça aussi dans les thermes, dans les stations de cure, etc. L'eau est informée par tous les ions qui sont à l'intérieur, et puis les minéraux qui sont dilués dans l'eau génèrent aussi des informations qui vont donc continuer à informer l'eau. Et il faut savoir que les minéraux qui sont dans l'eau ne sont pas assimilables directement ou très très peu par notre métabolisme. Il faut que les minéraux soient sous forme de soit biocompatibles ou sous forme d'oligo-éléments. Et ça, ces minéraux, on les trouve simplement dans les plantes, dans la nourriture, dans la viande, mais on les trouve très très peu dans la nature. Donc en fait, les eaux thermales ont une action qui est reconnue par le fait, pas par le fait des minéraux qui sont dilués dedans, mais par le fait de l'information de ces minéraux qui se trouvent dans les molécules d'eau, dans l'eau morphogénique. Et c'est l'assemblage de toutes ces informations des différents minéraux qui donne la qualité à l'eau et qui donne ses qualités médicales. Quand on va boire l'eau thermale, il faut toujours la prendre au griffon. Le griffon, c'est la sortie de la source. Donc, c'est la sortie de la terre directement. C'est là où il faut mettre son verre et puis le boire. Parce qu'elle n'a pas pris d'informations venant de l'ensemble des curistes, du système thermal qui se trouve à cet endroit-là, de la population, de l'environnement et compagnie. C'est là où elle est la plus pure. Voilà, ça c'était pour les eaux thermales. Bon, comment on fait pour informer l'eau soi-même? On arrive dans le cœur du sujet. D'abord, c'est très simple. Deuxièmement, avant d'informer l'eau, il faut déjà faire de l'eau neutre. Alors l'eau neutre, c'est l'eau où on a effondré toutes les informations qui étaient déjà existantes. Donc, il faut déjà transformer l'eau qui est informée naturellement en eau neutre, c'est-à-dire qui n'a plus d'informations, pour pouvoir ensuite l'informer avec les informations que l'on veut. Alors, pour faire de l'eau neutre, voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est Jacques Benveniste qui nous a informé de cette chose-là. Ben, c'est très simple, il suffit de prendre de l'eau, de le mettre dans une casserole et de la faire bouillir à plus de 70 degrés pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc l'eau que vous mettez dans votre bouilloire pour faire votre thé, à peu de choses près, elle doit être neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'informations, toutes les structures d'information se sont effondrées. Et dès que la température redescend en dessous de 70 degrés, le mécanisme d'information, l'enregistrement des informations se remet en route et l'eau reprend, donc va récolter toutes les informations qui sont autour d'elle. Alors si c'est dans votre cuisine, ben, c'est les informations de votre cuisine, c'est les informations de vous-même. Vous allez informer l'eau par votre métabolisme. Et c'est là où on peut commencer à informer l'eau par la méthode que je vous explique. Bon, déjà, on a fait donc notre eau neutre, on sait qu'elle est propre, etc. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un mantra ou une prière. C'est-à-dire, par exemple, que cette eau dans ce verre placé entre mes mains soulage et guérit les douleurs, je sais pas, de mon ventre, de mes intestins, et que l'effet commence immédiatement, que la guérison intervienne au bout de 8 jours. Merci à l'eau pour son action. Donc, en fait, on demande à l'eau d'agir. Alors déjà, on demande à l'eau qui est déjà bien définie, c'est-à-dire c'est l'eau qui est dans le verre qui est en face de nous, ou la bouteille qui est en face de nous. Donc on la personnifie, si on peut dire. On lui demande de soulager et de guérir une problématique médicale. Bon là, c'est les douleurs dans le ventre ou dans les intestins. Et on donne la date ou le moment où elle doit commencer à agir et le moment où la guérison doit intervenir. Donc elle va agir dès qu'on l'aura ingurgité. Okay.
Et donc, et à la fin, on remercie l'eau pour son action. Voilà, l'eau est une matière qui n'est pas du tout inerte, contrairement à ce que je disais. Elle est énergétique d'un côté et informationnelle de l'autre, mais c'est quelque chose, c'est un être vivant. Voilà, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure, mais voilà, ça me revient. Et donc, en fait, vous récitez ce mantra, et ensuite, vous prenez une cuillère, puis vous tournez l'eau, voilà, vous tournez l'eau dans le verre, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la dynamisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez créer à l'intérieur des petites bulles d'air qui vont être des organites, et donc l'eau va se mettre autour, et ça va être de l'eau morphogénique, donc qui est en capacité de pouvoir servir aussi à emmagasiner l'information. Et vous allez refaire le mantra plusieurs fois. Alors, si on suit les règles ésotériques, il faut le faire 7 fois. D'accord? Et après, quand vous avez fait votre mantra, vous dynamisez l'eau, vous recommencez votre mantra, vous dynamisez l'eau, etc. Voilà. Et si vous voulez faire une quantité beaucoup plus importante, alors après, pardon, j'ai oublié un truc, c'est qu'après, vous buvez l'eau. Vous buvez l'eau, vous la faites tourner dans la bouche, vous l'avalez, etc. Et à partir de ce moment-là, bon, l'eau va agir sur le problème que vous avez évoqué dans le mantra. Si vous voulez faire plus d'eau, c'est pas très compliqué non plus. Vous allez verser ce qu'il y a dans le verre. Donc si vous avez bu un peu, il en reste la moitié. Vous allez verser le reste de l'eau qui est dans le verre dans une carafe où vous aurez mis de l'eau neutre. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une diffusion de l'information à l'intérieur de la carafe. Donc, d'un verre d'eau qui contient allez, 10 ou 20 ou 30 millilitres, vous allez arriver à faire 1 litre d'eau informée d'un seul tenant. Et si vous avez, au bout de quelques jours, vous avez encore besoin d'eau, vous n'avez plus qu'à reverser de l'eau dans la carafe, de l'eau neutre toujours, pour refaire encore de l'eau. Alors, le fait de le mélanger, de le verser, fait que vous allez faire une dynamisation. Voilà, vous pouvez continuer, vous pouvez prendre aussi une cuillère et puis tourner, mais normalement la dynamisation que vous faites en faisant tomber l'eau en cascade dans la carafe suffit. Donc l'eau neutre, 70 degrés. Donc c'est de l'eau qu'on va laisser refroidir, du coup. Voilà, c'est ça. C'est l'eau neutre, c'est l'eau qu'on va faire bouillir dans la bouilloire, donc qui va monter à 100 degrés, qui va faire bien des bulles. Et puis ensuite, on va les laisser refroidir. Et à partir de 70 degrés, en dessous de 70 degrés, elle va commencer à s'informer. Et c'est à partir de là où on peut commencer à l'informer avec notre mantra. Mhm. D'accord? C'est pour ça que si on prend une bouteille d'eau minérale et qu'on veut informer en buvant l'eau, ça ne marchera pas parce qu'elle est déjà, elle n'est pas mise à l'état neutre. Le problème, c'est que on aura déjà, en plus de notre mantra, on aura les informations qui sont déjà contenues dans l'eau. D'accord? Donc, si on prend une bouteille d'eau minérale, donc avec déjà l'information des minéraux qui sont dedans, on va rajouter l'information de notre mantra. D'accord? Alors, je dis pas que c'est mauvais, c'est pas forcément mauvais, mais ça peut être incompatible. Par exemple, si vous avez une eau qui va qui serait pas forcément bonne pour vos maux d'estomac, et vous faites un mantra pour guérir ces maux d'estomac, ça va aller à contresens. Voilà. Et puis, je dirais, dans la logique des choses, il faut toujours partir de choses propres pour pouvoir commencer à travailler correctement sur ce qu'on veut faire, quoi. Voilà. Donc, ce sont des paroles qu'on doit prononcer vraiment avec notre présence, tout notre être dedans, parce que c'est pas juste une pensée magique qui reste dans le mental. Il faut qu'elle soit. Simplement que c'est votre voix qui est importante. Alors, derrière la voix, il y a votre pensée. Et derrière votre pensée, il y a peut-être le doute. Et si vous vous dites, bah, je vais essayer, on va voir si ça marche. Bon, à partir du moment où vous dites ça, ça veut dire que vous êtes dans le doute. Et dans le doute, abstiens-toi, comme on dit. Alors, il faut savoir que dans le cerveau, on a un petit curseur. Un petit curseur qui a à une extrémité, c'est la méfiance, et à l'autre extrémité, c'est la confiance.
Si votre curseur se trouve pas loin de la méfiance, ça veut dire je vais essayer, ça veut dire que vous êtes dans le doute et que vous êtes méfiant. Pourquoi voulez-vous que ça marche? Il y a pas de raison que ça marche. Donc ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que votre mantra, il a besoin que vous ayez tout votre esprit, toute votre intelligence, toute votre conscience pour pouvoir porter ce message que vous avez fait dans votre mantra. Donc, il faut avoir confiance. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez chez votre toubib adoré, préféré, et il vous donne des médicaments à prendre. Si vous prenez un médicament et puis vous vous dites ouais, c'est quoi ce machin, je suis pas sûr que ça marche, et compagnie. Vous êtes à peu près sûr que vous allez avoir mal au ventre. Pourquoi? Parce que votre corps va considérer que ce médicament est pas du poison, mais pas loin. Et donc, il va avoir une réaction de rejet. Par contre, si vous avez confiance dans votre toubib qui vous donne un médicament, vous dites bah oui, s'il me l'a donné, c'est que c'est bon pour moi, donc je le prends, j'ai confiance, et donc en fait le médicament va avoir un effet. Donc ça demande aussi un travail intellectuel, un travail de la conscience pour pouvoir avoir un effet sur ce mantra et sur les informations qui seront intégrées dans l'eau. Alors, il faut savoir qu'il y a un principe alchimique qui dit la matière se dilue, l'information se diffuse. Ça veut dire qu'en fait, bon, s'il y a encore quelques petits minéraux qui se trouvent dans l'eau pour X raison, enfin bref, voilà. Bon, les minéraux arrivant dans une quantité d'eau beaucoup plus importante vont se diluer. Et par contre, l'information qui aura été mise en petite quantité, puisque c'était le reste de ce qu'il y avait dans votre verre, elle va se diffuser dans toute l'eau qui se trouve dans la carafe. Voilà. Et ça, c'est un des secrets de l'homéopathie. Et j'en parlerai tout à l'heure de l'homéopathie. Donc le prérequis, c'est surtout la confiance totale dans cette action. Si vous doutez, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut savoir quand même que ce curseur méfiance-confiance, c'est un moyen de se défendre. C'est un moyen de défense de notre intégrité, comme la douleur. Si par exemple vous portez quelque chose et que cette chose est trop lourde et que vous avez mal au bras, c'est la réponse du corps pour dire attention, tu es en limite avant de casser le bras. Donc la douleur est importante. Et la douleur, en général, vous fait reposer l'objet qui est trop lourd pour éviter la catastrophe. Pareil, la peur, c'est aussi un moyen de préserver notre intégrité. La peur nous met dans un état, éventuellement de fuir. Vous êtes devant une situation qui vous fait peur. Une des solutions pour s'en sortir, c'est de se sauver en courant. Et pour ça, la peur va générer une augmentation de votre pulsation cardiaque. Vous allez avoir une oxygénation des muscles qui va être beaucoup plus importante et vous allez courir comme un champion olympique. Parce que justement, vous avez oxygéné vos muscles. Et si votre cœur ne s'emballe pas, vous allez courir comme vous courez naturellement et donc vous allez peut-être vous faire rattraper par la chose qui vous fait peur. Voilà. Donc la peur, la méfiance et la douleur, c'est le même procédé. C'est de permettre au corps de rester intègre et à son métabolisme aussi. La méfiance, c'est ce que vous avez quand vous avez un beau parleur qui vous raconte quelque chose pour vous vendre un produit, ça s'appelle le marketing. Et en fait, le but du marketing, c'est de faire passer le curseur de méfiance à confiance. Voilà. Donc, il fait son baratin de façon à vous donner confiance. Et à partir du moment où vous avez donné confiance, ça sera très simple de vous vendre le produit. Voilà. Autre utilisation de la méfiance et de la confiance. Oui, ce que j'ai pas dit avant, c'est pas très grave. C'est que l'eau de notre corps va agir en même temps que le mantra va agir sur l'eau qui se trouve dans le verre ou dans la carafe.
Ah oui. etc. Et c'est l'eau de notre corps qui est modifiée qui va aider à l'information de l'eau dans le verre. Alors, comment nos pensées agissent sur l'eau dans notre corps, il faut savoir que nos pensées vont agir directement sur l'eau de notre corps. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, vous êtes une belle personne physiquement, vous êtes très beau, intérieurement, vous avez beaucoup de qualités, de bienveillance et d'empathie. Là, vous allez être aux anges, vous avez un grand sourire, vous allez dire enfin, je suis reconnu, tac, et c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir et qui va générer chez vous des pensées positives, de la reconnaissance. Euh, et pourquoi? Parce que votre eau intérieure a été modifiée. Donc, une simple information qui ne demande pas d'énergie a réussi à modifier l'ensemble de votre eau qui est dans votre corps. Il faut savoir que l'eau représente, en nombre de molécules, 99% du volume du corps. En nombre de molécules. Donc c'est quand même important. Maintenant, si je vous dis, vous êtes quelqu'un d'immonde, manipulateur, prétentieux, un peu intéressant, vous êtes nul, vous êtes un déchet, vous êtes un gros con, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est les émotions que vous allez ressentir, c'est plus de la bienveillance, c'est plus du plaisir, des choses comme ça va être de la colère, de l'envie de me sauter dessus et de me donner des claques, etc. Voilà, parce que votre eau a été changée et elle a généré des émotions qui sont des émotions d'agressivité. Et ça s'est fait en quelques secondes et sur un simple message. Très simple. Donc juste une information fait réagir votre corps physique, change vos émotions en quelques secondes. Les informations en plus s'impriment dans votre corps, dans l'eau de votre corps, et devient un souvenir. Ça veut dire que la prochaine fois que vous allez repenser à la scène en question, vous allez avoir toutes les émotions de colère qui vont ressortir. Ou ça peut être aussi un mot-clé, par exemple quelqu'un qui vous dit gros con, donc vous allez avoir cette envie d'agressivité qui va ressortir. Donc c'est devenu un souvenir qui s'est enquisté dans l'eau de votre corps. Alors, comment savoir si l'eau est informée? Bon, vous avez fait votre mantra pendant 7 fois, vous avez tourné, vous avez fait tout ce qu'il faut, etc. Bon, maintenant, il faudrait peut-être savoir si l'eau est informée. Alors, en préliminaire, ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà vérifier que l'eau neutre est bien à zéro. D'accord? Elle est bien, elle n'a plus d'information. Alors, le seul outil qui existe pour le faire, c'est le pendule. Voilà, c'est pas la peine d'aller chercher dans tous les appareils de physique existants dans tous les laboratoires et compagnie. Ces appareils servent à mesurer des énergies et là, on est dans le monde de l'information. Donc, le monde de l'information ne peut être contrôlé que par un humain et un pendule qui est en fait l'aiguille de l'appareil de mesure que l'on forme avec notre corps. Et donc, en fait, le plus simple, c'est quand on a l'eau neutre, il y a deux solutions. La première solution, elle est très simple, c'est-à-dire que vous mettez votre pendule au-dessus du verre avec de l'eau neutre, et puis vous posez la question, est-ce que cette eau a bien perdu toutes ces informations, a bien effondré toutes les structures de mémorisation? Et la réponse va être oui ou non. Bon. Si c'est non, vous recommencez toute l'opération. Si c'est oui, c'est bon, ça veut dire que vous avez de l'eau neutre. Donc là, vous pouvez commencer votre rituel avec le mantra et compagnie. Et quand vous avez fini, vous redonnez un petit coup de pendule au-dessus du verre et vous demandez est-ce que l'eau a bien informé la demande faite par le mantra, par la prière que j'ai fait. Et là, c'est oui ou non. Si c'est oui, c'est bon.
Donc vous avez une eau qui est informée, vous avez bu qu'à la boire. Si c'est non, ça veut dire qu'en fait, bon, il s'est passé quelque chose. Soit vous étiez trop dans le doute et pas assez dans la confiance, soit ça, il y a eu quelque chose qui a pas pu se faire. Mm. Alors maintenant, la deuxième solution, c'est d'utiliser l'échelle Bovis, hein, que vous pouvez faire vous-même. Hein. Donc c'est une échelle graduée que vous créez avec un papier, un crayon. Vous faites une ligne horizontale, puis vous mettez des graduations avec une échelle qui va de 1 à 1000 ou 1 à 10 000, comme vous voulez, sachant que la moitié, la moitié de l'échelle correspond au fonctionnement, on va dire, naturel de l'homme, enfin de l'humain. Voilà. Comme ça, à peu près. Alors ça peut être ça aussi, On donc peut le ça faire c'est à la main. représenté, c'est-à-dire une échelle en forme de demi-cercle, et donc qui est aussi graduée de 1 à 1000, de 1 à 10 000, etc. Voilà. Alors quand vous avez votre échelle, que ce soit, on va prendre celle d'Estelle, vous allez mettre votre pendule dessus, sur la partie, sur la circonférence du demi-cercle, et puis vous allez avancer. Alors vous posez la question, bien sûr, est-ce que c'est une eau neutre? Et puis vous allez avancer votre pendule sur le demi-cercle. Et à un moment, vous allez donc vous faites un petit peu osciller, et puis à un moment, vous allez voir que les oscillations vont être plus importantes. Et puis après, elles vont se réduire, et quand vous allez faire demi-tour pour revenir au départ, vous allez voir qu'à l'endroit où elles avaient, elles avaient oscillé énormément, bon, bah, on retrouve le même endroit. Alors, si vous trouvez une valeur, bon, par exemple, sur une échelle de 1 à 1000, si vous trouvez 100, 100, 200, vous pouvez considérer que c'est une eau neutre. Par contre, si c'est une eau à 5000, à 500 ou à 700 ou 800, ça veut dire qu'en fait, non, il y a toujours la structure, les structures ne sont pas effondrées. Donc, il faut recommencer. Maintenant, après, quand vous avez fait votre mantra, bah, vous faites la même chose et vous voyez à quel niveau ça oscille. Quand c'est bien fait, ça doit osciller au maximum de l'échelle. C'est-à-dire, qu'on est sur une échelle de 1 à 1000, bah, du côté 900, 1000, dans ces eaux-là. Alors, cette valeur doit toujours être fait par comparaison. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par un test au départ et un test après la mise en place des informations. Sinon, ça ne vaut pas grand-chose. Voilà, l'échelle Bovis ne marche est une échelle relative. Elle marche par, euh, par une comparaison de deux mesures. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Je te propose de passer aux sources guérisseuses parce qu'en fait, on a encore les réponses à donner Ouais. et il est 8 heures. Alors, les sources guérisseuses. Alors, on a, ne serait-ce qu'en France, on a des milliers de sources dont les propriétés de guérison sont reconnues depuis la nuit des temps. C'était à l'époque pour les petits gens, bah, c'était la médecine naturelle avec les plantes. D'accord. Bon, les sources ont été consacrées au temps celtique ou encore avant par des rituels faits par les druides ou par des gens bien informés, et elles avaient tout un spectre de maladies qu'elle était en capacité de gérer. D'accord. Et bon, l'eau a ce pouvoir de guérir, et la tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Voilà. Alors, la seule chose qui s'est passée au Moyen Âge, c'est que la religion catholique s'est appropriée ces sources et les a christianisées. Donc c'est pour ça que les prêtres ont fait des rituels dessus pour pouvoir et ensuite donner le nom d'un saint, etc. Pour ça, vous avez la source Sainte Geneviève, vous avez la source Saint Joseph, etc. Et qui ont gardé leur leur spectre médical de guérison. Voilà.
Et comme Mais c'est pas eux qui les ont fait gens, les rituels, c'était les druides, les anciens, mais c'est pas la religion catholique qui a fait les rituels, en fait. Ils ah se non, sont la appropriés religion, c'est simplement approprier ça, le matériel qui fonctionnait. des sources et on gardait enfin, on laissait en place les rituels qui avaient été faits par les druides. Hein, ça, c'est une manière de s'approprier les choses en disant que c'est grâce à nous. Bon, mais je ne veux pas faire le procès de Ouais. la religion catholique. C'est pas le moment. Voilà. Mais ça permettait aussi aux gens de pouvoir aller voir telle source parce qu'elle était garantie par le médecin. Hein. Donc c'était pas, ils n'allaient pas boire une eau satanique, une eau du diable ou des choses comme ça. Donc ils évitaient aussi d'être considérés comme sorciers. Enfin, je parle des gens. Donc voilà. Et et alors, bon, depuis, la tradition s'est perpétuée et les gens viennent boire l'eau en toute confiance. Ils savent que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas ce problème méfiance-confiance. Ils savent que s'ils boivent l'eau, c'est parce qu'ils ont un problème, je sais pas moi, euh, un problème d'articulation et cette eau a été consacrée pour pouvoir guérir des articulations, des choses comme ça. Voilà. Mais ça, c'est important de l'avoir mentionné, que justement, la confiance étant établie par une autorité extérieure, il y a beaucoup moins de doutes et ça fonctionne beaucoup mieux. Mais Tout à parce fait. qu'on a mis notre autorité à l'extérieur, on peut retrouver cette même autorité à l'intérieur. Oui, oui, tout à fait, tout Mm. à fait. Mm. Mais c'est la confiance qu'on donne à la personne qui est, quand on parlait du toubib, si vous allez voir un toubib en qui vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas prendre les médocs. Bon, là, si vous avez confiance dans la personne ou dans la tradition, il n'y a pas de problème de fonctionnement, ça marche. Il y a une source, oui, voilà, qui est une source miraculeuse par définition, c'est la source massabielle, c'est-à-dire la source de Lourdes, donc du Gave de Lourdes. Alors, ce que j'ai fait avec un ami qui est radiesthésiste, on a travaillé sur cette eau et on a cherché. Donc, j'ai fait un tableau hein, avec les différents parties du corps, etc. Pour voir, lui, avec son pendule, il me disait si cette eau était bonne pour la tête, pour le thorax, pour l'abdomen, pour la colonne vertébrale, pour le sang, hein, donc c'est la ligne avec. Et la légende, c'est rouge, ça veut dire que c'est très puissant, orange, c'est puissant, orange clair, c'est moyen, jaune, c'est faible, et puis gris, c'est pas d'effet. Alors on voit par exemple que on va prendre les bras et les jambes, ça marche un peu pour les os. Ouais, d'ailleurs, il y a une erreur. Ouais, ça marche pour les os, ça marche pour les muscles, mais ça n'a aucune activité sur les articulations, les épaules, les coudes. Ça marche pas pour les os, pardon. Ça n'a aucune activité sur les articulations, les épaules, le coude, le genou, les jambes, etc. Donc si vous avez mal aux jambes, c'est pas la peine, pour des raisons d'articulation, c'est pas la peine d'aller à Lourdes. Alors par contre, vous prenez sur le thorax, ça marche essentiellement sur le cœur. Et là, c'est très puissant sur le cœur. Légèrement sur les artères, sur les poumons, un peu moins sur la plèvre et sur le diaphragme, pas du tout sur l'infarctus. L'infarctus, c'est l'eau de Lourdes ne peut rien faire, etc. Voilà. Donc vous avez, alors c'est assez grossier. Il faudrait pouvoir maintenant refaire le même tableau, mais en prenant les maladies les unes après les autres, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit un peu plus cohérent. Ça marche pour la stérilité et ça marche très bien aussi pour la sclérose en plaques et puis pour les maladies dégénératives. Et donc en fait, on s'aperçoit que c'est une eau qui est extrêmement, extrêmement puissante et extrêmement universelle. Ça marche un peu pour beaucoup d'endroits dans le corps. Voilà. Alors profil d'une autre source miraculeuse, c'est la source Fontoison qui se trouve en Brenne. Et là toujours la même échelle, hein, intérêt puissant, puissant, moyen, faible, etc.
on s'aperçoit déjà qu'il y a beaucoup de zones grises. Ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas beaucoup d'endroits qui fonctionnent bien. Alors, il faut savoir que c'était une source qui a été utilisée pour guérir les animaux de la ferme, plus que les humains. Alors, les gens venaient avec leurs animaux, la basse-cour, leurs veaux, leurs vaches, etc., pour leur faire boire cette eau-là, pour guérir des maladies qui sont liées à leur métabolisme, etc. Donc, ça marche quand même pour le thorax, pour l'abdomen, pour le cœur, etc., mais on n'a pas de zone rouge, donc c'est pas très, très puissant. Voilà. Donc, on pourrait prendre toutes les autres, toutes les sources miraculeuses qui existent. On trouverait toujours des tableaux qui seraient tous différents et chacun avec sa spécialité. Alors, le marathon, question a commencé. Yves demande où je demeure, l'eau est très féreuse avec des traces de rouille. Quelles incidences cela peut comporter dans ses effets habituels et comment pouvons-nous rectifier la chose? Si tu as quelque chose à dire. Alors, l'eau ferrugineuse, bon, je vais pas faire le sketch de Bourvil. Eh ben, c'est une eau qu'il faut. On a l'information fer qui se trouve à l'intérieur de l'eau. D'accord. Donc le fer en question, c'est du fer qui n'est pas absorbable, qui ne va pas être absorbé par le métabolisme. Elle a un goût qui est assez dégueulasse, enfin, on y voit. Si la quantité de fer est pas trop importante, vous pouvez la boire. Mais c'est l'information fer qui va avoir un effet, avoir un effet sur votre métabolisme. Donc, si vous manquez de fer, par exemple, c'est quelque chose qui peut aider. Maintenant, si vous voulez faire de l'eau neutre avec, oui, alors il faut faire de l'eau neutre en utilisant, en évaporant l'eau, hein, plutôt que de garder l'eau bouillante, en évaporant l'eau. Pour éliminer le fer. Ben merci. Je passe à la question de Francine. En fait, elle en a deux. Elle boit au moins 3 grands verres d'eau par jour et on lui dit que son système lymphatique est déshydraté. Elle a souvent la bouche sèche. Est-ce qu'elle peut donner l'intention du fait que son corps absorbe mieux l'eau? Personnellement, 3 grands verres, je trouve que c'est pas beaucoup dans une journée. Mais est-ce qu'on peut faire en sorte de maximiser l'absorption de l'eau par ce même exercice? On peut y arriver en partant de l'eau neutre. Maintenant, il faudrait savoir ce qu'elle boit comme eau. Parce qu'il y a des eaux qui sont pas forcément bonnes. Je dirais qu'à la limite, si elle a, parce que là, on n'est pas sur de l'eau, on est sur de l'eau circulante dans la lymphe. J'aurais tendance à lui proposer d'essayer de l'eau Kangen. Ah oui. C'est une eau qui est très hydratante. Et l'eau Kangen, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau informée. Enfin, il y a de l'information dedans, mais c'est pas l'information qui est primordiale. Ça alcalinise. L'appareil Kangen. L'appareil Kangen alcalinise l'eau. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, Francine, la même Francine demandait également, que pensez-vous de l'eau à laquelle on ajoute de l'hydrogène? Est-ce que tu as un avis sur la question? Ah ben, d'accord. Voilà, on a répondu du coup. Bien. Marie-France, excuse-moi. Dans le cas de l'eau, elle peut essayer de faire un rituel sur de l'eau neutre, éventuellement de l'eau évaporée, hein, qui peut être encore une solution, et de voir si ça fait de l'effet. Hein. Pourquoi pas? Après, moi, je suis pas tout bube. Moi, c'est juste mon expérience, parce que moi, je bois de l'eau Kangen tous les jours, et ça a des effets positifs. Peut-être pas partout, mais pas sur mon cerveau, mais sur le reste du corps, oui. Vas-y. Joséphine, est-ce que l'eau filtrée, par exemple, dans une fontaine Berquet, tu connais, a besoin d'être informée? C'est des filtres, c'est un appareil assez volumineux comme ça. Non. Enfin, on n'a pas besoin. Enfin, c'est pas de l'eau neutre. Qui dépollue, qui alcalinise.
Théoriquement, je sais pas ce que c'est que ce filtre-là, mais bon, faut voir la qualité du filtre. Il y a des filtres les plus grossiers enlèvent que le calcaire ou les grosses molécules. Les filtres à charbon actif, à l'opposé, enlèvent les odeurs et les bactéries, etc. Bon, l'eau osmosée enlève tout, il reste plus que H2O. Euh, mais toute eau, quelle qu'elle soit, est informée parce que l'information ne part que quand on a chauffé l'eau à 70 degrés. En la filtrant, l'eau informée ne change pas. Elle est toujours informée. On enlève la matière. Hein, comme on dit, il faut séparer l'épais du subtil. L'épais, c'est la matière qui se trouve dans l'eau. Le subtil, c'est l'information. Et donc, il y a que le chauffage à plus de 70 degrés qui permet de d'effondrer les systèmes de mémorisation. Et ça donne une eau qui est de meilleure qualité. Donc, c'est pas idiot. Et de toute façon, l'eau, dès qu'elle va sortir du filtre, elle va s'informer de toutes les informations qui se trouvent à sa portée, c'est-à-dire dans la pièce où ça se trouve, où elle se trouve, des personnes qui sont présentes et compagnie, quoi. Donc elle va se réinformer tout de suite. Enfin, avec un petit délai, mais très rapidement. Mais on peut pas dire que c'est de l'eau neutre, puisque les informations ont pas été supprimées par le filtre. Alors normalement, bon, alors l'eau bénite, c'est une eau qui a subi un rituel fait par des prêtres, et puis c'est un rituel qui est bien cadré. On peut contrôler au pendule que c'est bien de l'eau bénite. Hein, donc il faut poser la question, est-ce que cette eau est bien une eau bénite? Hein, par exemple, si vous arrivez dans une église, vous allez sur le bénitier, puis vous vérifiez que c'est bien une eau bénite et pas l'eau du robinet. Hein. Par contre, il ne faut pas poser la question, est-ce que cette eau est de l'eau? Oui, il ne faut pas poser la question, est-ce que cette eau est une eau bénite ou de l'eau du robinet? Parce que l'eau bénite, au départ, ça peut être de l'eau du robinet. D'accord? Donc, effectivement, la réponse est oui, parce que c'est de l'eau bénite et c'est de l'eau du robinet. Donc là aussi, c'est dans l'utilisation du pendule, savoir bien poser les questions pour qu'elles soient bien discriminantes. C'est vrai que la précision des questions avec le pendule est hyper importante. La précision est très très importante. Cette eau a subi un rituel et elle a pour propriété de nettoyer et de purifier l'âme et de protéger les gens, les personnes, de tous les maux qui puissent lui arriver. C'est-à-dire, donc, c'est une eau de protection et c'est une eau de nettoyage de l'âme. Voilà. Donc, c'est une eau informée. C'est une eau informée. Vous pouvez la boire, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ça va vous purifier intérieurement aussi, sans aucun souci. Et d'ailleurs, la tradition populaire dit qu'on l'utilise pour tout. Dès qu'il y a un orage, on met de l'eau bénite partout. On bénit le buis le jour des rameaux avec de l'eau bénite. On en met sur la peau des malades. On en fait boire aux malades et compagnie, etc. Donc c'est une eau qui est une eau miraculeuse aussi. Et qui joue plus sur l'âme que sur les maladies. Le rituel est fait de telle façon à ce que cette eau soit bénite et garde ses propriétés en permanence. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, une eau informée, telle que je vous l'ai expliqué, ne gardera pas forcément ses propriétés pendant une année ou pendant 10 ans. Hein, les propriétés vont se retrouver submergées par toutes les informations qui vont venir au fur et à mesure du temps. Alors qu'une eau bénite, on fait un petit rituel qui est aussi très simple, hein, puisque c'est une espèce de mantra aussi, comme on dit. On demande à l'eau de rester dans cet état, avec ce mantra indéfiniment. Voilà, globalement, c'est un peu ça. Et l'eau bénite, justement, garde ses propriétés indéfiniment. Le mantra, répétez le mantra, je vous invite à revoir le replay, mais c'est très simple et je pense que plus on ressent ce qu'on dit, plus mieux ça marche. Mais je l'ai sous la main, donc je vais le répéter pour vous.
Que cette eau dans le verre placé entre mes mains soulage et guérisse les douleurs de mon ventre, c'est un exemple. Que l'effet commence immédiatement et que la guérison intervienne en 8 jours. Merci à l'eau pour son action. Tu voulais rajouter quelque chose en particulier? Oui, en fait, le mantra, vous avez vu que j'ai parlé de... J'ai défini l'eau en disant c'est celle qui se trouve entre mes mains ou qui se trouve que je regarde. J'ai défini son action, ce qu'elle doit faire, donc travailler sur mon ventre. Quand est-ce qu'elle doit commencer? Quand est-ce qu'elle doit finir? D'accord? Enfin, en demandant que la guérison se termine au bout de 8 jours, etc. C'est en fait c'est un truc très simple, c'est répondre à quoi, quand, comment, où, quand. Quoi, quand, comment, oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire définir quoi, c'est l'eau qui se trouve là. Comment, c'est l'eau qui doit guérir tel problème médical. Euh, quand, qu'elle commence maintenant et qu'elle se termine dans 8 jours. Ou bon, là, la question, il n'y a pas de réponse. Hein. Et puis, ou ça peut être moi, par exemple. Hein, c'est-à-dire les douleurs de mon ventre de ma belle-mère. Bon, donc, les douleurs du ventre qui se trouvent dans ma belle-mère. Voilà, ça peut être ça. Et puis comment voilà, donc ça, c'est le procédé de l'eau informée, ça. Donc, Donc, il faut Marie-France parlait bien répondre à ces questions-là. C'est-à-dire que si on donne, je vais prendre un exemple, si vous faites un mantra pour gagner au loto, et que vous dites, je veux gagner au loto, point, c'est tout. Vous allez peut-être gagner dans 10 ans, ça sera pas faux, le mantra aura fonctionné. Et puis, vous n'avez pas mis la somme, donc vous allez gagner 5 euros. Et puis, le mantra, il aura fonctionné. D'accord? Bon, il faut dire, je veux gagner 1 million d'euros au tirage du 25 avril. Envoyez-nous vos témoignages. Je demande 10%. Voilà. Mais c'est là où on revient à ce qu'on disait sur le pendule. Il faut avoir des questions qui sont très discriminantes. Et dans le cas des mantras, il faut avoir des mantras qui soient très précis. Très précis. Voilà. Donc Marie-France parlait bien de revivificateur. Je pense que c'est un dynamiseur. Bon, ça, on l'a évoqué déjà, le dynamiseur. On peut le faire à la maison en touillant en 10 secondes avec une cuillère. Est-ce qu'une machine sera plus efficace? Bon. Alors, les dynamiseurs que je connais, c'est 2 bouteilles qui sont l'une au-dessus de l'autre et puis qu'on inverse un peu comme un sablier. Et puis on fait tourner. C'est des vortex. On fait le vortex à l'intérieur. Ça marche pas bien, hein, mais si vous prenez une cuillère et puis que vous tournez dans votre carafe, vous allez avoir aussi le vortex qui va se créer. Alors, on ne sait pas trop à quoi ça sert la dynamisation, si ce n'est à permettre à l'information de progresser rapidement jusqu'aux dernières molécules d'eau. Voilà, ça c'est une des choses. On dit aussi que ça crée des petites bulles d'air. Et dès qu'il y a une petite bulle d'air, il y a quatre couches d'eau morphogénique qui se créent. Voilà, donc la science est encore assez balbutiement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore, qu'on ne comprend pas encore dans la mémorisation. Oui, Yves demande, qu'en est-il de l'eau distillée? Quel est votre avis? Alors l'eau distillée, c'est une eau qui est passée dans un bouilleur, donc c'est devenu de l'eau neutre. Et puis à partir du moment où elle est sortie du bouilleur et qu'elle a été mise en bouteille, etc., et puis qu'elle a voyagé, elle s'est informée de l'eau, de l'ensemble des informations durant le transport. Voilà. L'eau neutre a une durée de vie qui est très faible. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire de l'eau neutre et tout de suite après, il faut faire le mantra. D'accord? Bon, l'eau distillée, c'est de l'eau, c'est H2O. Hein, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de minéraux, il y a pas de bactéries, etc. C'est un peu comme de l'eau osmosée. En fait, l'information doit se travailler sur une eau neutre. C'est-à-dire qu'elle soit filtrée, pas filtrée. On parle d'information, on ne parle pas de ses propriétés en minéraux, en acidité. Ce sont deux choses différentes, justement. Je pense que c'est là qu'on retrouve les deux parties de la physique qu'on a expliquées au début de l'émission. Tout à fait.
Donc même L'eau l'eau neutre, sombre est c'est un état versée. instable. Et comme l'eau neutre, c'est un état complètement instable. Si vous partez d'un état instable et puis que vous installez un mantra, bah effectivement, il va prendre toute la place rapidement. Et c'est pour ça qu'en le faisant 5, 6 fois, 7 fois, etc., bah vous imprimez encore plus le mantra dans les structures de- d'information. Et l'eau de Lourdes a la particularité, j'ai vu que tu as fait des tests, de conserver l'information. Combien de temps? Par rapport aux autres Euh, sources, c'est la plus longue, c'est ça? attends, excuse-moi, j'ai pas compris la question. L'eau de Lourdes L'eau de Lourdes, oui. conserve l'information beaucoup plus Oui. longtemps que les autres sources. Ça prend combien de temps? Indéfiniment. Waouh. Il faut demander à la Vierge Marie comment elle a fait, hein, mais voilà. Mais indéfiniment, euh, vous pouvez aller chercher ça avec une bouteille et puis vous la ramenez chez vous. Elle ne perd pas ses caractéristiques. Hmm. Le meilleur moyen, c'est de prendre un pendule et puis de le mettre au-dessus de la bouteille et demander est-ce que l'eau lourde est encore active, on va dire. Et moi, les tests que j'ai fait avec ça montrent que c'est une eau qui ne perd pas ses qualités. Alors, est-ce que l'action, on nous demande, est-ce que l'action est uniquement pour le plan physique, c'est-à-dire ce qu'on peut demander, ce qu'on va informer dans l'eau? Est-ce que l'action est uniquement sur des pathologies sur le plan physique ou on peut mettre une information pour d'autres plans que le plan physique? Alors, ça va vous faire plaisir, ça marche sur tout. Vous voulez faire une eau qui va... Bon, ça c'est une chose que j'ai faite aussi. Ça marche, ça marche. J'ai fait de l'eau pour se protéger contre les cambriolages ou les choses comme ça. J'ai fait un mantra en demandant que cette eau nous protège des cambriolages et j'ai été faire le tour de la propriété. C'était même pas une propriété, c'était comme on est dans un hameau. J'ai fait le tour du hameau avec ma bouteille en mettant des petits gouttes en versant quelques centimètres cubes tous les 5-10 mètres autour de la propriété. Et j'ai fait ça il y a à peu près plus d'une vingtaine d'années, et jusqu'à preuve du contraire, et je touche du bois, on n'a jamais eu de cambriolage. Ça coûte moins cher que d'autres sociétés qui vendent des alarmes ou des choses comme ça. Voilà, mais vous pouvez le faire pour ça, vous pouvez le faire pour la guérison de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous faites un mantra en demandant la guérison de mère d'une personne, etc., à qui vous allez porter une carafe d'eau informée et qu'elle va boire. Voilà. C'est vous qui le faites, mais c'est la personne qui va le boire. Et si vous avez quelqu'un d'autre, la personne à qui vous le donnez a une pathologie et que quelqu'un d'autre a la même pathologie, si elle boit l'eau, ça ne lui fera pas d'effet puisque c'était une eau qui était dédiée à une personne précise. D'où l'importance de la commande, ouais. Mm. L'important, c'est d'être précis dans la demande. Donc faire fuir les rongeurs, dit Muriel, oui, ben oui, du coup. Ça peut marcher. Alors, Mais qu'elle dise pas, je vais essayer pour voir si les rongeurs ils se barrent. Ils restent. Faut se dire que ça marche. Pierre demandait, peut-on utiliser de l'eau de lune? Alors, je ne sais pas si tu as fait des tests avec l'eau soumise au rayonnement de la lune. Alors ça c'est des gens qui disent ouais moi je fais de l'eau informée, ah ouais bon comment tu fais, bah je la mets au soleil ou je la mets à la lune et compagnie. Bon, ah oui, et on en revient toujours à la même question, c'est informé avec quoi comme information? C'est-à-dire oui c'est informé par le soleil, mais qu'est-ce qu'il a mis comme information le soleil dans l'eau? Ah, vous pouvez faire une eau pour améliorer euh, la pousse des plantes, hein. Hmm. Pour améliorer la croissance des plantes, hein, en disant il faut C'est bien parce mantra, on peut le constater assez rapidement, ça. C'est super. alors on peut le constater en travaillant avec deux pots. Un pot qu'on arrose avec de l'eau normale et puis un pot qu'on arrose avec de l'eau informée. Pour voir la différence.
Mais aussi, il faut être dans la confiance en disant, bon, je fais une eau, elle va permettre à la plante de se développer. Et toujours travailler par comparaison. Petit rappel pour Dominique avec ta question, doit-on informer que la valeur d'un verre ou plus? En fait, on n'est pas limité par la quantité. Non, non, on n'est pas limité par la quantité. J'ai pris le cas du verre parce qu'en général, on fait de Mhm. l'information sur un verre qu'on va boire tout de suite. Mais si on veut faire ça sur un jerrycan de 10 litres d'eau, il n'y a aucun souci. Mais de toute façon, vous pouvez faire un verre, vous le versez dans la carafe, vous avez une carafe d'eau informée, Mhm. en mettant de l'eau neutre dans la carafe. Hein. Oui. Si on mélange l'eau informée à de l'eau, je sais pas moi, qui vient d'une bouteille du supermarché d'à côté, il y aura donc deux informations qui coexistent et il y Voilà. aura plus la commande ne sera pas respectée. C'est ça? Oui, vous aurez une information déjà qui était déjà présente dans l'eau, et puis vous allez rajouter un mantra, enfin vous allez rajouter de l'eau qui est déjà informée avec autre chose. Il va y avoir le mélange des deux. C'est important les questions parce que c'est à des détails près. Par exemple, Muriel demande est-ce qu'on doit redire quelque chose quand on va verser l'eau par rapport aux rongeurs ou aux plantes? Non, une fois que la commande elle est faite, il n'y a pas besoin de redire un mantra. L'eau elle Non, est non, informée. faut simplement toujours être dans la confiance en disant, bah tiens, je te donne une eau super informée, ta croissance, elle va augmenter. Vous avez le droit de parler à votre plante. Hein. Après, on peut réactiver, par exemple. Bon, alors si on manque un peu de foie, genre tous les mois, on peut réactiver une carafe. Oui, tout à fait. Ça fera pas de mal. Oui, voilà. Bon. Si vous voyez, si vous avez fait de l'eau informée pour une personne, vous allez voir la personne, il se dit, voilà, je t'ai fait une eau spéciale de guérison. Et puis, tu vas voir que ton état va s'améliorer. Bon, déjà, vous mettez l'esprit de la personne en disant, ah bon, c'est une eau de guérison, donc je vais guérir. Donc, elle est déjà dans l'acceptation et la confiance pour pouvoir boire de cette eau. Hein. Alors que si vous lui dites rien, vous dites, écoute, machin, t'as mis quoi, de la strychnine dedans, du poison, voilà. Tandis que là, ben, vous avez informé l'eau et en même temps, vous informez la personne que l'eau va la guérir. Et donc la plante, elle est comme vous, elle écoute. Hein. Faut se méfier des plantes. Hein. Les Ah oui, plantes, elles écoutent. Bah, d'ailleurs, tu as écrit un livre sur l'électroculture, donc t'en sais quelque chose. oui, oui. Et puis je travaille sur la partie énergétique avec les plantes. On parle d'électroculture, mais je travaille aussi, et ça fait partie des recherches qui étaient faites depuis 2 ans. Et je travaille sur l'information, c'est-à-dire que par un procédé complémentaire à l'électroculture, j'informe les plantes euh, d'un message, je veux dire d'engrais, si on peut dire. Voilà. En disant, bon, d'un côté, ils reçoivent une stimulation, et de l'autre côté, je leur dis, voilà, c'est de l'engrais. Hmm. Donc, je les informe. Je travaille sur les deux plans. Et grâce à ça, on a des résultats qui sont totalement étonnants. Les gens, si tu veux donner le site, peuvent Oui, aller justement, voir. je viens de mettre donc le site d'Arnaud. Si vous voulez également commander son livre, voilà, toutes les informations sont sur son site. Et puis, bon, on peut y trouver les différents livres que tu as écrits. Et si vous voulez le contacter ou discuter de ses recherches ou peut-être collaborer, voilà. Et là, donc, il y a le côté électroculture. Si les gens vont dans l'onglet recherche, ils verront comment fonctionne l'électroculture et comment fonctionne l'information que je diffuse aux plantes et avec des résultats qui sont époustouflants. Mm, génial. Comme j'avais dit tout à l'heure, il y a une formule alchimique qui dit il faut séparer l'épais du subtil. L'épais, c'est la matière et le subtil, c'est l'information. Quand on fait un produit homéopathique, on part d'une teinture mère, donc c'est quelque chose de très concentré, et on vient faire des dilutions à 1 CH, 2 CH, etc., jusqu'à 9 CH pour les premières préparations qu'on met en vente en homéopathie. Souvent, après, il y a 15 CH, après, il y a 30 CH. Et 9 CH, on dit qu'il y a encore un petit peu quelques molécules de matière qui sont dans. Il y a encore un petit peu d'épais. Euh,
Par contre, à partir de 12 CH, il n'y a plus de matière dans la dilution. D'accord? Donc le produit à 15 CH ne contient que de l'information. Donc c'est le subtil qui s'est diffusé dans la préparation qu'on utilise pour après faire les granules et compagnie, etc. Et ça a une efficacité, le 15 CH et même le 30 CH, et on va même jusqu'à 300 CH pour certaines dilutions, a encore une efficacité. 300 CH, c'est une goutte dans l'océan, hein. Une goutte de teinture mère dans l'océan, hein. Donc c'est pas bizarre. Bon, et pourtant, ça marche. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Et donc en fait tout le secret, c'est de l'homéopathie, c'est pas de dire bah non il n'y a plus de matière dedans, ça peut pas marcher. Ça c'est le discours habituel qu'on entend des anti-homéopathies, parce qu'ils ne comprennent pas que en fait on est dans la physique de l'information, et l'information se diffuse dans dans tout le liquide qui contient la dilution qui était faite. Et donc voilà, et c'est pour ça que ça marche. Et ça marche très très bien. L'homéopathie est quelque chose de très bien. Toujours le même problème, méfiance, confiance. Il faut toujours se dire, bah oui, ça va guérir ma maladie ou mon dérangement. Donc être dans la confiance à 100%. Et alors pas dans le sens où c'est notre confiance qui fait le travail, mais dans le sens où on ferait obstacle. On fait obstacle, et le fait d'être dans la méfiance fait qu'on bloque. On bloque tout. Donc l'information arrive, mais elle ne va pas plus loin. Elle ne peut pas aller plus loin. Alors que dans la confiance, elle vient diffuser dans nos pensées, dans notre conscience et dans notre eau. Il faut savoir quand même que c'est la conscience qui bloque la modification de l'eau. On a des témoignages là parmi nos participants que plusieurs personnes se traitent depuis des années avec l'homéopathie, ça marche très bien. Ils sont toujours vivants. Les animaux aussi, et ils sont pour témoigner. En tout cas, merci infiniment Arnaud pour toutes tes informations. Moi, j'adore ce travail de reliance en fait. C'est un tout. C'est un tout. Ça dépend juste à partir de quelle fenêtre on regarde les choses. Il n'y a pas à opposer les sciences. Plus on les réunira et plus on s'approchera de la compréhension de l'univers et de nous-mêmes, je pense. Voilà. Bon, j'espère que j'ai ouvert un peu les esprits, que ça n'a pas été trop compliqué, et que il faut vraiment intégrer le fait qu'il y a la physique de l'énergie, la physique de l'information, et ça marche très bien. Et quand les gens feront du stop, ils comprendront pourquoi ils sont pris. Un gros merci, dit Chantal. Elle adore ta façon de présenter l'information. Ok. Voilà. Virginie aussi, beaucoup de merci. Merci à vous tous d'avoir été présents et d'avoir participé, d'avoir posé des questions pertinentes qui aident toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Ce que je vous ai expliqué là, c'est un chapitre de mon livre. Ça veut dire que si vous mais c'est une Bible, hein. Si vous voulez des choses encore plus étonnantes ou à s'arracher les cheveux, vous avez la suite. Et c'est des choses qui vont énormément vous étonner. Puis il y a tout le paranormal qui est expliqué aussi. D'ailleurs, on a une vidéo qui est disponible sur le site et sur ma chaîne YouTube, hein, les techniques paranormales expliquées par un physicien. Vous pouvez encore la voir, cette vidéo, pour compléter notre rencontre de ce soir. Voilà. Merci Arnaud. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi Estelle. Et à bientôt. C'était passionnant. Merci à tous. Hein. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.